le replay sera possible. Alors déjà, bienvenue à tous et à toutes. Donc, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est central. C'est le sujet des glucides. En fait, on en parle beaucoup, partout. Et en réalité, c'est une famille d'aliments qui reste assez mal comprise, en fait. Donc, juste avant de commencer, je sais que certaines ne me connaissent pas, donc je vais juste rapidement me présenter. Alors, juste pour voir, je suis obligée de jongler avec mes écrans. Je suis désolée. Alors, hop. Donc, du coup, alors moi, je suis Laurence Segaud. En fait, je suis praticienne en rééquilibrage métabolique et je suis spécialisée en nutrition fonctionnelle. Et je suis aussi préparateur physique. Donc, moi, je suis passionnée depuis plus de 25 ans dans le domaine de la santé et du sport. Et ça fait plus de 8 ans que j'accompagne des personnes et principalement des femmes au quotidien en consultation avec des centaines de cas analysés avec des profils très différents, mais souvent les mêmes problématiques, c'est le poids, la prise de poids, la fatigue, le poids qui stagne, des troubles hormonaux, des fringales. Et avec le temps, en fait, il y a une chose qui est devenue vraiment très claire, c'est que le sujet des glucides est souvent au cœur de presque tous les déséquilibres métaboliques. Alors, ce n'est pas parce que les glucides sont mauvais, c'est justement ce qu'on va voir ce soir, mais c'est parce que leur gestion, en fait, par le corps est souvent altérée. Donc, au fil de mes accompagnements, aussi mes recherches et les données scientifiques, la littérature en nutrition, en physiologie, en fait, voilà, j'ai observé quelques points fondamentaux, en fait. Ce n'est pas ce que l'on va manger qui pose problème, c'est la façon dont votre corps va y répondre. Et notamment à travers un mécanisme qui est clé, en fait, c'est la régulation du glucose et de l'insuline. Donc, on va pas mal l'aborder ce soir. Quand ce système fonctionne bien, en fait, votre corps va l'utiliser, il s'adapte, il équilibre. Et quand, en fait, il y a un déséquilibre, on voit apparaître, du coup, des dérèglements, on va apparaître du stockage, notamment abdominal, des coups de fatigue, des fringales incontrôlées quand vous avez ou quand on me dit j'ai d'un coup une fringale de sucre, voilà, une perte de masse musculaire également et souvent une sensation en fait de ne pas reconnaître son corps globalement. Donc moi je vois ça vraiment tous les jours en fait en consultation et ce qui m'a donné en fait avec le temps à structurer une méthode donc qui s'appelle MBR qui est la Metabolistic Body Revolution. Donc en fait c'est une approche qui ne se limite pas du coup à bien manger, en fait, hein, c'est vraiment un équilibre global de façon holistique où je prends en compte le métabolisme, le système nerveux, les hormones, la physiologie, le terrain dans son ensemble. Alors, attendez, en même temps, j'accepte un invité. Donc, de façon individuelle. Donc, aujourd'hui, mon intention, elle est simple avec vous, c'est vraiment vous redonner la compréhension, en fait, des glucides, les reconnecter à tout ce qui est la biologie du corps et permettre d'avoir vraiment une vue éclairée sur cette famille de macros. Parce que quand on comprend, c'est moi qui vois les choses comme ça, mais du coup, on prend le pouvoir et on comprend enfin son corps. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, en fait, qu'est-ce qu'un sucre? Donc, les glucides sont probablement, en fait, le macronutriment qui va générer le plus de confusion, comme je le disais. En fait, vous avez vraiment des discours qui vont à la fois les diaboliser et d'autres qui vont affirmer qu'ils sont indispensable à chaque repas. Vous avez tous entendu l'assiette équilibrée, c'est la portion de féculents, les légumes et les protéines en fait. Et il se trouve que la réalité biologique, elle est beaucoup plus nuancée que ça. En fait, les glucides, ils sont ni bons ni mauvais en fait en soi. Ça va dépendre de leur forme, leur quantité, le contexte en fait métabolique dans lequel vous allez les consommer, en fait de la personne qui va les consommer. Donc, vous avez deux personnes qui peuvent manger le même repas, mais l'une va rester complètement stable, on va dire, métaboliquement, et l'autre pourra avoir ce qu'on appelle, on va l'aborder juste après, un pic, en fait, glycémique important.
Et on verra que le pic glycémique, ce n'est pas forcément non plus le problème, en fait. Donc, ce qu'on va comprendre, en fait, déjà, qu'est-ce que c'est un sucre? Donc, il y a souvent une confusion. On pense que le sucre, c'est le morceau de sucre qu'on met dans son café. Et on me dit souvent, non, mais moi, je ne mange pas de sucre. En fait, j'ai enlevé le sucre du café. Mais c'est bien plus que ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les glucides sont en fait en réalité des molécules de sucre. Et ces molécules de sucre, en fait, elles sont composées de quoi? De glucose, de fructose, de galactose. Tout ça, ça devient du glucose, ça va dans le sang et après, ça devient du glycogène. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rester compliqué longtemps. Je vais après simplifier tout ça et réexpliquer tout ça. Donc, en fait, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les sucres, ils peuvent être simples ou assemblés en structures plus complexes. Comme l'amidon, par exemple, c'est une chaîne de glucose, en fait, une chaîne de molécules de glucose, l'amidon, hein, donc tout ce qui est le riz, les pâtes, les légumineuses. Donc, au final, vous avez la majorité, en fait, des glucides. Le système digestif va les décomposer, ça va devenir du sucre dans le sang. Et ce glucose va constituer une source d'énergie pour nos cellules. Et en fait, ce qui va vraiment dépendre, c'est la manière en fait dont le glucose va être géré après dans votre organisme par rapport à plusieurs facteurs. Donc ça, c'était pour bien situer en fait au niveau du sucre. Voilà, qu'est-ce que c'est? Et quand on dit je ne mange pas de sucre, en fait, c'est bien plus complexe que ça. Donc, on va voir en fait les différentes formes de glucides que j'ai regroupées. Alors, ça m'appartient un peu à moi, mais en 3 catégories. Donc, je les ai regroupés en glucides plutôt raffinés parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, les sucres lents, les sucres rapides. En fait, tout ça, c'est dépassé. La recherche nutritionnelle et qui avance très, très, très vite. Donc, c'est vrai que c'est important d'être un peu toujours au goût du jour. Et parfois, on peut avoir un discours, quand on s'écoute, d'il y a 4 ans, qui va être différent parce que la recherche a évolué. Donc, en fait, on va avoir groupe 1, les glucides qui vont être raffinés. Donc ça, ce sont les glucides, on va dire, les plus problématiques pour le métabolisme parce qu'ils sont complètement dépourvus de fibres et ils vont être très, très rapidement absorbés. Donc, vous avez le sucre blanc dans cette catégorie, la farine blanche, par exemple, le pain blanc, les pâtisseries, les biscuits, les céréales du petit déjeuner, les jus de fruits industriels. Donc ça, en fait, ça va vraiment provoquer des pics de glycémie et d'insuline, on va y revenir après, plutôt importants et il y a souvent des grosses quantités. C'est surtout ça aussi qui va être problématique. Ensuite, on va avoir plutôt des glucides plutôt denses en fait en amidon. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler plutôt des glucides énergétiques. Donc, ils ne sont pas forcément mauvais, mais malgré tout, la quantité et le contexte vont beaucoup compter dans ce que vous allez manger dans votre journée. Donc là, on va retrouver plutôt ce qu'on va trouver communément un peu dans nos assiettes. Donc le riz, les pâtes, les pommes de terre, le quinoa, la patate douce, le pain complet, éventuellement, vraiment, voilà, le pain noir qui va être mieux que le pain raffiné, mais on va voir aussi que ça reste aussi un sucre. Et j'ai mis les légumineuses exprès un peu entre les deux, entre les glucides complexes et les glucides riches en fibres et en micronutriments. Mais je les ai un petit peu plus mis sur les glucides complexes parce que moi, je les considère dans la catégorie numéro 2 et pas dans la 3. Et ensuite, on va avoir la troisième catégorie qui vont être plutôt des glucides plus protecteurs, qui vont être intéressants pour la santé métabolique, en fait, parce qu'ils vont contenir des fibres, ce qu'on appelle des micronutriments, des polyphénols. Donc là, c'est plutôt les légumes, les fruits entiers. Et on a certains tubercules aussi qui sont peu transformés. Donc, on va avoir globalement une digestion plus lente, une glycémie beaucoup plus stable et un meilleur microbiote aussi. Ça, le microbiote aime bien les fibres. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, on va manger les fibres pour notre microbiote. C'est plutôt pour lui qu'on le fait. Donc, vous voyez, en fait, tous les glucides ne se valent pas. Donc, certains vont provoquer ce qu'on appelle des pics glycémiques, d'autres stabilisent plutôt le métabolisme. Et la différence vient surtout de la structure en fait, de l'aliment et sa richesse en gros en fibres.
Donc, voilà, le problème majeur, ce n'est pas les glucides, c'est le contexte de transformation, le contexte métabolique. Alors, faites attention, il y aurait presque une quatrième catégorie, mais elle est plutôt dans la une, c'est tous les sucres qui sont cachés dans l'alimentation. Donc, on a beaucoup de sucres cachés dans les produits transformés qu'on n'imagine pas, dans la sauce tomate, dans le jambon, vous allez trouver du dextrose, du maltose, tout ce qui finit en ose, c'est les sucres. Donc, et ça, quand on ne connaît pas, de suite, ça doit alerter. Le fructose, l'amidon, tout ça, à chaque fois, c'est rajouté dans des ingrédients, dans des produits. Voilà, c'est plus un aliment, c'est un produit. Même dans le vinaigre balsamique, par exemple, j'en parlais il n'y a pas très, très longtemps, et voilà, il y a des quantités de sucre auxquelles on ne s'attend pas, en fait, et qui sont dans nos aliments. Mais qui ne sont pas forcément, attention, à part les aliments transformés, qui ne sont pas forcément problématiques en fonction de son hygiène de vie et de son métabolisme. Alors, je le redis, il y aura tout à l'heure des questions possibles, donc n'hésitez pas à les écrire ou dans le chat, et puis après, j'ouvrirai les micros et je serai bien entendu disponible pour vos questions. Donc, l'autre point qui est mal compris, finalement, c'est la proportion de sucre, la proportion réelle dans les aliments tels qu'on les consomme. Beaucoup de personnes pensent manger équilibré. Moi, toujours, on me dit, oui, mais je ne comprends pas, je prends du poids, mais je mange équilibré. Mais en fait, on ne réalise pas que des fois, en mangeant équilibré, la quantité de sucre que l'on peut ingérer par rapport à nos assiettes, l'équivalent en fait, d'accord, la charge glucidique réelle dans l'assiette. Donc, par exemple, quand on va manger 100 grammes de riz blanc cuit, d'accord, ça équivaut à peu près à 25 ou 30 grammes de glucides. Comme les pâtes. Les pâtes, ça va être un tout petit pareil pour les pâtes. Le pain, c'est encore plus. Le pain, on va être à 50 grammes. Les lentilles, environ 20 grammes. Donc, attention, quand je veux prendre des lentilles pour les protéines, d'accord, vous prenez aussi pas mal d'amidon avec, et donc de sucre. Une patate cuite, pareil, ça va être dans les 20 grammes. Je suis toujours sur les 100 grammes. Et dès qu'on arrive sur des fruits, c'est un peu moins. Une banane, 20 grammes. Une pomme, 12 à 14. Donc, mais ces sucres-là, encore une fois, quand on est sur les légumes et sur les fruits, on est sur des matrices qui sont naturelles et respectées. Vous avez des fibres. Donc, en fait, ce sucre va être décomposé beaucoup plus rapidement que si vous prenez une canette d'un soda ou bien un jus d'orange. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même avec des aliments qui sont considérés comme sains, certaines portions peuvent rapidement apporter une grande quantité de glucose, puisque votre corps va le transformer en fait en glucose ensuite, et avoir un impact direct sur votre glycémie et sur la sécrétion d'insuline. Donc, ce n'est pas valable pour tout le monde. En fait, plus vous allez être sportif, plus vous allez avoir de la masse musculaire et plus vous allez mieux absorber ce sucre. Mais quand on prend de l'âge, après 40 ans, j'en reparle après dans quelques diapos, en fait, on devient un peu plus résistant et du coup, on a de moins en moins de facilité à traiter ce sucre. Donc, parce qu'avec les années, en fait, la sensibilité à l'insuline, elle diminue et la masse en fait musculaire baisse naturellement, ce qui s'appelle la sarcopénie en fait, et le corps va gérer de moins en moins le glucose. Donc, ce qui va expliquer une fatigue après les repas, fringales, du stockage, une difficulté à perdre du poids. Mais même quelqu'un, par exemple, un enfant, un adolescent qui prendrait beaucoup de sucre, aurait derrière de toute façon une énorme fatigue. Hein. Donc, en fait, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas seulement la quantité de glucides qui est importante, en fait, mais la quantité aussi sur votre journée. Et la capacité du corps, en fait, à les utiliser. Donc, cette capacité va dépendre de votre masse musculaire et de votre niveau d'activité physique. Si vous êtes sédentaire, forcément, l'énergie, votre corps a moins besoin d'énergie que quelqu'un qui va être actif ou qui travaille, je ne sais pas, dans des vignes, qui est jardinier. Voilà, donc tout ça, ça va vraiment changer et c'est un aliment qu'il faut adapter. Pourquoi? Parce que si vous avez vu donc, les précédentes formations sur les protéines, sur les lipides, vous avez vu que les protéines et les lipides sont indispensables au fonctionnement et notamment le corps ne fait pas de réserve de protéines. Par contre, les glucides, le corps sait très bien les fabriquer.
Hein. Donc, en fait, et les réserves, il en a pas mal. Et donc, c'est vraiment, les glucides sont utilisés quand on se dépense énergétiquement. Donc, je reviens un peu pour montrer quelques proportions. Voilà, pour montrer quelques proportions du plus ou moins. Donc, vous voyez, dans des aliments, comme je disais, pommes de terre. Alors, le pire, c'est les sodas, les jus de fruits, tout ce qui est bonbons, les barres chocolatées. Mais on voit qu'au final, dans une bière, par exemple, on a quand même 13 grammes de sucre dans une bière. C'est une des boissons alcoolisées les plus sucrées. Donc, on voit tout ça. Et pareil, j'ai d'autres exemples aussi où on voit la différence vraiment avec, dès qu'on passe sur du transformé, vous voyez, les morceaux de sucre, en équivalent morceaux de sucre, ça va beaucoup augmenter. Et vous voyez une proportion, une belle assiette de légumes, la différence, vous avez un seul morceau de sucre, entre guillemets. Ça, c'est très visuel, c'est pas forcément ajusté complet, mais ça vous montre la différence entre un produit finalement industriel, un produit sain et les fruits et les légumes où on a beaucoup moins de sucre. Donc, en fait, avant de les diaboliser, parce que c'est sûr qu'on peut regarder ça et on peut se dire, mon Dieu, tout le sucre, etc. Donc, il ne faut pas les diaboliser. Il faut comprendre, en fait, leur rôle dans l'organisme. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas juste le sucre, en fait, c'est juste qu'on ne se rend pas compte de la quantité de glucose, en fait, qui va circuler au quotidien dans notre sang, en fait. C'est-à-dire que si vous prenez des féculents, des jus de fruits, et qu'en même temps, vous prenez de la sauce tomate, du surimi, quelques produits industriels, du vinaigre balsamique, en fait, on ne se rend pas compte, mais tout ça, mis bout à bout dans votre journée, ça fait une quantité de sucre assez phénoménale, en fait, au niveau de notre métabolisme à gérer. Et en fait, on va très vite l'accumuler et beaucoup plus qu'on ne le pense. Et à force, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on va aborder un sujet important. Vos cellules, en fait, elles s'habituent à ce sucre et elles deviennent en fait moins sensibles. Elles vont devenir résistantes. Elles vont de moins en moins s'ouvrir. Et puis, si elles sont pleines, elles ont déjà plein de sucre. Donc, vous allez avoir les récepteurs de l'insuline qui vont venir dessus en disant, il faut que tu t'ouvres, il y a du sucre, mais elles sont déjà pleines. Et comme à force des années, c'est comme si vous aviez des clés qui marchaient de moins en moins, en fait. Donc, en fait, votre cellule, elle ne va plus s'ouvrir. Et là, il faut trouver une solution. Donc, le corps, la solution qu'il va trouver, c'est faire rapidement du gras ou bien mettre du gras autour du foie. Ça, c'est autre chose. Donc, en fait, avant de dire qu'un glucide est mauvais, il faut d'abord comprendre, en fait, leur rôle métabolique et ensuite comprendre également soi-même, en fait, son corps. Et c'est comme ça qu'on va faire des meilleurs choix et que vous allez pouvoir, en fait, adapter votre consommation également de sucre. Donc là, on va voir un peu plus leur rôle au niveau métabolique. Donc le glucose, il va être utilisé de plusieurs manières dans l'organisme. Donc, comme je disais, la première, c'est l'activité, c'est l'énergie immédiate. Vous mangez des glucides, c'est transformé en glucose, il va circuler dans le sang et il va être utilisé en fait dans vos mitochondries, donc ces fameuses centrales énergétiques pour produire de l'ATP. Ok, donc ça, c'est un carburant assez rapide. Le cerveau, les muscles et certains organes qui vont utiliser en fait avec ce glucose. Deuxième, si vous n'êtes pas en train de faire de l'énergie, enfin, si vous n'avez pas besoin d'énergie immédiate ou que vos stocks sont pleins, d'accord. Donc en fait, c'est ça. Le deuxième, c'est vous allez avoir une forme de stockage de glycogène dans le foie et les muscles. Donc, vous avez toujours une réserve de sécurité. En fait, c'est le foie qui va transformer ce glycogène ensuite en énergie. Par exemple, les jours où vous faites du jeûne, etc., vous avez toujours du sucre dans le sang. On a toujours une demi-cuillère à café. Vous avez toujours 5 grammes dans le sang. Et ça, c'est le foie qui va le relarguer. Donc, en fait, on va avoir, soit il le fabrique lui-même, soit il le stocke. Donc là,
deuxième chose, si vous n'en avez pas besoin de façon immédiate, vous allez stocker du glycogène dans le foie et dans les muscles. Et votre composition physique, là, elle est importante parce que plus vous avez de masse musculaire, plus vous allez pouvoir en stocker avant de faire du gras. D'accord, la troisième étape. Donc, en fait, le foie voilà, va servir pour maintenir votre glycémie stable en fait, entre les repas. Par contre, les muscles vont utiliser ce glycogène pendant l'exercice physique. Mais vous avez des réserves qui sont limitées. Donc, par exemple, un adulte, on va dire en moyenne, il va stocker 100 à 120 grammes de glycogène dans le foie. Mais c'est très vite stocké en fait. Et dans les muscles, selon la masse musculaire, entre 300 et 500 grammes dans vos muscles. Encore une fois, selon votre masse musculaire. Et la troisième façon, en fait, le glucose, c'est d'être stocké sous forme de graisse. Donc, son rôle, en fait, quand vous avez les réserves qui sont pleines de glycogène, en fait, et que l'apport énergétique continue, en fait, le corps, il doit stocker cet excès. Donc, le glucose, il va être transformé, en fait, en acide gras. Et ça, c'est ce qu'on a du mal parfois à comprendre, que le sucre se transforme en graisse, en fait. Et il va être transformé sous forme de graisse corporelle. Et ça s'appelle la lipogénèse. Donc ça, c'est vraiment une stratégie de survie, en fait, très ancienne du corps. Et donc, c'est important d'ailleurs à savoir, parce que si nos ancêtres ont survécu, c'est grâce à ce phénomène-là de réserve et de graisse. Alors nous, ça nous enquiquine aujourd'hui. On n'a pas envie d'avoir de la graisse parce qu'on a le frigo, on ouvre et on a à manger tout le temps. Mais avant, si le corps n'avait pas fait ça, on ne serait pas là aujourd'hui, on n'aurait pas non plus ce quotient intellectuel. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui consomme le plus d'énergie et qui a demandé au corps d'avoir une réserve de graisse pour pouvoir se développer. Sinon, on ne pouvait pas avoir un cerveau aussi performant et énergivore. Donc, voilà, ce qui est un point important à comprendre, c'est que le corps, comme vous avez vu, il n'est pas totalement dépendant des glucides. Donc, quand vous manquez de glucides, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous n'allez pas être forcément en hypoglycémie. En fait, le corps va fabriquer ce glucose à partir de certains acides aminés issus des protéines et le glycérol aussi venant des lipides. Donc, quand vous avez beaucoup de personnes qui font des régimes cétogènes, etc. Donc, vous voyez, ils sont en cétose et ils vont développer de l'énergie grâce en fait aux lipides qu'ils vont ingérer, qu'ils vont manger. Donc ça, ce processus, c'est la néoglucogénèse. Donc ça permet au corps d'avoir toujours une glycémie stable. Donc c'est là où en fait il faut s'enlever cette idée de dire oh là là, j'ai un coup de mou, je vais manger du sucre pour aller mieux. C'est pas forcément le bon aliment. On va le voir après. Donc vous voyez, le corps est capable en tout cas de fabriquer ce glycogène, de fabriquer ce sucre, en fait. Donc, quand les apports en glucides vont diminuer, il va utiliser d'autres carburants, les corps cétoniques, en fait, et c'est ce qui va se passer pendant notamment les jeûnes, comme je vous disais, ou des régimes cétogènes, etc. Voilà, c'est la cétose. Et petite parenthèse, c'est d'ailleurs un carburant, les acides gras sont un carburant qui est plus propre pour notre corps que les glucides. Les glucides, c'est un peu comme l'énergie, on va dire, le pétrole. Vous voyez, le pétrole, dans votre voiture, à un moment donné, votre moteur, il se calamine. Et en fait, c'est un peu pareil, c'est pareil avec les glucides. Les glucides vont oxyder en fait nos cellules, notamment nos globules rouges, etc. Donc, on va préférer, avec l'âge, avoir moins de déchets et avoir de l'énergie avec les lipides. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce glucose, c'est un carburant du coup qui est utile, mais on a une gestion hormonale en fait qui est déterminante. Et en fait, le rôle de cette hormone qui va déterminer la gestion du glucide, c'est l'insuline en fait, et c'est elle qui va orchestrer cette gestion. Donc là, on va aborder un sujet qui est donc le rôle de l'insuline et la glycémie et exactement les pics d'insuline. Et pour mieux encore plus rentrer dans le vif du sujet et bien comprendre la physiologie et le métabolisme. Donc l'insuline, en fait, c'est une hormone qui est produite par le pancréas.
son rôle, c'est de permettre au glucose de rentrer dans vos cellules pour être utilisé comme énergie. En fait, comme je vous expliquais, c'est une clé métabolique. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir 5 grammes de sucre dans le sang pour être équilibré. Il ne faut pas qu'on en ait plus, il ne faut pas qu'on en ait moins. Donc, l'insuline est très importante, d'accord? Parce que sans elle, le glucose va rester dans le sang, en fait. Et là, là où on va trouver un problème, c'est si je fais des pics constamment toute la journée et que je mange du sucre, en fait, ben là, vous avez à la fois une glycémie qui va monter très, très fortement. Donc, le premier effet, c'est le crash glycémique, c'est-à-dire que vous allez avoir d'un coup beaucoup de sucre dans le sang. Vous allez sécréter énormément d'insuline, du coup, pour rentrer ce sucre dans les cellules. Et d'un coup, ça a tellement activé votre corps que vous allez vous retrouver avec d'un coup un vide, en fait. Et ça s'appelle un crash glycémique. Donc, c'est une hypoglycémie réactionnelle. C'est ce qui donne, en fait, ces coups de mou après le sucre. Vous voyez, quand quelqu'un dit je suis fatiguée, je vais prendre du sucre. Et là, vous avez de la dopamine, votre corps s'active. Donc, vous avez un moment où vous avez du peps. Et d'un coup, vous avez ce crash parce que le corps a tout fait pour d'un coup que ça sorte rapidement du sang. Sauf que c'est même un peu trop vite sorti. Et là, vous avez un déséquilibre et vous avez un crash. Et c'est là où souvent on a ces envies furieuses de sucre où on n'en peut plus, on peut même trembler, etc. Hein, c'est à ces moments-là. Donc ça, c'est ce pic d'insuline. Donc si on mange très sucré, après les repas, on peut se retrouver très fatigué et avoir vers 3 heures d'un coup des envies de grignotage tout au long de la journée. Et ça, on le voit comment aussi, on peut faire aussi du stockage abdominal. Le stockage abdominal, c'est très, très lié en fait à la mauvaise gestion, au cortisol aussi, mais c'est aussi lié au sucre, du coup, à la gestion de la glycémie. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Si je le répète trop dans ma journée, vous allez développer, donc ça c'est juste après, là, la résistance à l'insuline. Donc à un moment donné, vos cellules, en fait, c'est comme si vous habitiez près de l'autoroute. Au début, les premières années, vous avez entendu les voitures. Et puis finalement, après, vous vous êtes habitué, vous n'entendez plus les voitures. Et quand vous avez quelqu'un qui est invité chez vous, il vous dit, oh là là, mais comment tu fais avec ce bruit autour de toi là? Ça t'embête pas? Tu dis, ah bon, du bruit? C'est pareil pour vos cellules. En fait, vos cellules, au bout d'un moment, à force d'avoir l'insuline qui toque, elles n'entendent plus taper. Hein, voilà, donc, et ça, c'est une question aussi d'âge, d'accord? Voilà, donc après 40 ans, il y a aussi la diminution de la masse musculaire, mais ce métabolisme va devenir en fait plus sensible. Et donc, on a des variations hormonales et donc la sensibilité à l'insuline devient plus fragile. C'est pour ça qu'en fait, chez certaines personnes, j'entends beaucoup, je ne comprends pas, je mange comme avant, je fais pareil qu'avant, mais je prends du poids. J'ai pris du ventre, je prends de la graisse, parce qu'on est obligé d'adapter, parce que le métabolisme, il fonctionne moins bien qu'avant. Donc, et ce n'est pas en restreignant surtout les calories que vous allez arranger le problème, c'est pire. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus le type de glucides aussi qui va compter, c'est la quantité totale dans la journée et la façon dont vous allez les répartir aussi dans votre journée. Donc, même si vous prenez des bons glucides, si vous en prenez trop toute la journée, c'est-à-dire que le matin, je prends un bon pain complet, par exemple, avec un fruit. J'ai un petit trou, un petit creux à 11 heures, je prends une banane. À midi, je prends du riz complet, je pense que c'est bien, ou même des lentilles. À 4 heures, je prends un yaourt, un fruit ou bien une petite barre chocolatée. Et le soir, je prends des pommes de terre, par exemple, avec mon poisson. Mais en fait, vous avez l'insuline à travailler toute la journée. Et du coup, ça peut être trop après 40 ans ou pour certaines personnes. Vous voyez, donc en fait, votre métabolisme, il va réagir au pic, mais aussi à la fréquence. Donc le fruit, en fait, voilà, ce n'est pas le problème, mais 4 fruits, du pain, des pâtes le soir, tout ça, ça peut représenter, on va le voir un petit peu après, une charge glucidique importante pour certaines personnes.
Et notamment, je fais une petite parenthèse pour les femmes ménopausées. Ça, c'est un peu une injustice aussi. Donc, la ménopause accélère l'insulinorésistance et la perte musculaire. Donc, et il y a d'autres facteurs qui viennent aussi amplifier la résistance à l'insuline. Il y a la porosité intestinale et aussi l'inflammation vont aggraver ça. Ce n'est pas le sujet, sinon ça serait trop long, on va y passer la nuit. Mais voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer. Donc là, j'ai fait une petite diapo pour vous montrer un peu voilà, que l'insuline, en fait, c'est quoi? En gros, à un moment donné, votre corps, il a deux solutions. Vous avez du glucose, ça doit rentrer dans les cellules. Et là, j'ai fait la petite croix rouge. En fait, là, ben, du coup, ça ne fait pas d'énergie, ça ne rentre pas dans les cellules. Ces cellules qui sont surstimulées, finalement, elles vont être moins sensibles. Le glucose ne rentre plus. Et en plus, votre corps, il se retrouve en carence d'énergie. Parce que finalement, il n'arrive plus à traiter ce sucre. Et du coup, vous allez être complètement à plat. Parce que le sucre est disponible, mais il n'arrive pas à le prendre. Vous imaginez, même au niveau du cerveau, c'est compliqué. Parce qu'au niveau du cerveau, c'est pareil. Il n'arrive pas non plus. Il va baigner dans du glucose, mais il n'arrive plus à l'exploiter, à faire de l'ATP avec. Donc, à savoir que l'insuline, à la base, il ne faut pas la diaboliser. C'est comme le cortisol, c'est une hormone qui est indispensable. Si on n'a pas l'insuline, on ne peut pas fabriquer du muscle. C'est une hormone qui est ce qu'on appelle anabolisante, qui est là pour construire. Sauf que si on lui met trop d'énergie ou si on la sollicite trop, c'est toujours une question d'homéostasie, de synergie. Ben, du coup, elle va se dérégler. Donc, voilà, surtout ne pas diaboliser, ne pas dire je ne mange plus du tout de glucides. Alors, pour certaines personnes, c'est thérapeutique, mais voilà, c'est pour vous expliquer que il ne faut pas tout diaboliser non plus. C'est une question de métabolisme propre à chacun, de terrain et en même temps de fréquence, comme le cortisol. Alors là, on va aborder une notion, mais je ne vais pas rester trop longtemps dessus parce que mais on est obligé de l'aborder en fait quand on parle des glucides. Vous allez en entendre parler ou vous en avez déjà entendu parler. C'est ce qu'on appelle la charge glycémique des aliments courants. Alors en fait, vous avez deux choses. Vous avez l'indice glycémique et la charge glycémique. Donc, on ne va pas rentrer dans quelque chose de trop mathématique parce que ça ne me plaît pas du tout parce que le corps ne fonctionne pas avec des maths. Mais il faut quand même aborder ça. Donc, en fait, l'indice glycémique, c'est un chiffre, en gros, qui va indiquer la vitesse à laquelle un aliment va faire monter votre glycémie, c'est-à-dire selon les aliments, vous avez ce fameux pic glycémique, cette rapidité de passage dans le sang. Ça, c'est l'indice glycémique. Ensuite, vous avez la charge glycémique. Moi, je ne vous parle que de la charge glycémique parce que l'indice glycémique est très limité. En fait, la charge glycémique va plus loin. Elle prend en compte la quantité consommée. Parce que si vous parlez que d'indice glycémique, vous allez voir la pastèque, par exemple, elle est au-dessus presque de tout. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la quantité. Quand vous allez manger de la pastèque, vous n'allez pas manger 4 pastèques parce que on va dire que l'élément comparatif, c'était 100 grammes de pain. Donc, du coup, la charge glycémique, en fait, elle va prendre la quantité consommée de l'aliment. Donc, elle est beaucoup plus juste, en fait. D'accord? Donc, je ne parle que de charge glycémique pour enlever le côté complexe. Voilà, donc sachez qu'il faut en parler, mais que compter, analyser, ce n'est pas ce qui fonctionne en fait sur le long terme. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, donc dans cette charge glycémique, d'accord, pour être plus simple, bon, là, vous voyez sur le tableau, on voit que la pomme, elle a un indice faible. Vous avez le pain qui va être le pain blanc élevé. Il n'y a pas de surprise, c'est dans les catégories d'aliments que je vous ai dit. La baguette très élevée, du riz blanc qui va être encore plus élevé, les pâtes aussi, les lentilles plus faibles, etc. parce qu'il y a des fibres. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas retenir les chiffres parce que c'est vraiment indigeste. Ce qu'on va retenir, c'est qu'il y a 4 facteurs majeurs quand vous allez consommer des glucides qui vont du coup influer sur la rapidité du sucre dans le sang.
Donc déjà, il y a la nature de l'aliment. En fait, plus votre aliment est brut, plus il est riche en fibres et plus son impact sera modéré. J'ai toujours l'habitude de dire que si vous reconnaissez ce qu'il y a dans votre assiette, que vous pouvez le chasser, cueillir, pêcher, ramasser, c'est le meilleur aliment que vous pouvez déjà avoir. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. C'est le premier, donc le premier facteur. Donc, la nature de l'aliment. Le deuxième facteur, c'est la cuisson. Plus vous allez cuire votre aliment, plus ça va augmenter la vitesse dans le sang du sucre. C'est logique, vous allez décomposer le sucre, c'est un peu comme si vous le prédigériez. Donc, imaginez que vous le cuisez très fortement et puis en plus, après, vous faites une mixture avec, vous ne le mâchez pas, etc. Ça va passer plus vite dans le sang. Donc, par exemple, en fait, vous avez l'exemple des pâtes très, très cuites. Si vous prenez des pâtes très cuites plutôt que al dente, ben al dente, le sucre va passer moins rapidement dans le sang. Et si vous les refroidissez, c'est pareil pour le riz ou même les pommes de terre, ben là, il y a un système, l'amidon en fait se restructure. Et du coup, vous mettez encore plus de temps à l'assimiler. D'accord? Donc, premier, la nature, la cuisson sur le deuxième, et ensuite le troisième, la transformation. Plus votre aliment va être transformé, plus il va être en fait rapidement assimilé. Par exemple, la farine par rapport à du grain entier. Quand vous prenez un flocon d'avoine, par exemple, un flocon d'avoine brut et de la farine d'avoine, ça ne sera pas du tout la même chose dans votre corps. Okay, il va passer plus rapidement en fait dans le sang. Et ensuite, pareil pour l'extrusion, en fait, c'est quoi? C'est les procédés industriels qui vont craquer, par exemple, votre galette de riz. Ça va être, ou les céréales du matin, ça va être chauffé à très haute température, ça va exploser. Alors ça, c'est du sucre brut. C'est absolument pas naturel, d'accord? Donc, vous voyez, donc du coup, la transformation est très importante et aussi la maturité. Ça, on arrive à le comprendre. Plus vous avez un fruit qui est mûr et plus il va être riche en sucre. Vous prenez une banane très mûre et une banane verte, vous n'allez pas avoir la même quantité. En fait, la verte, elle aura encore de l'amidon et quand elle va être très mûre, cet amidon va être transformé en sucre. Donc, comme il y a déjà eu une première transformation par la maturité, c'est comme si elle avait été déjà un peu digérée, donc ça va plus vite pour aller dans le sang. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément le pic glycémique qui va être important, c'est aussi la fréquence dans la journée de ce que vous allez manger, d'accord? Voilà, manger une banane mûre, c'est pas dramatique. Par contre, vous prenez une canette, comme on a dit, de soda, etc., c'est pas le même impact au niveau du métabolisme. Voilà, donc en fait, on sort des calculs pour revenir à quelque chose quand même de plus instinctif. Hein. Le but, c'est pas de retenir des chiffres, c'est de comprendre en fait comment ce qu'on mange va influencer notre glycémie en fait. Et c'est surtout ça, quoi. Et faire des choix les plus simples au quotidien pour éviter déjà ces pics et ces crashs glycémiques. Maintenant, ce qu'on va voir, on va voir comment gérer ces glucides en fait beaucoup plus intelligemment avec notamment peut-être que vous avez lu Glucose Révolution, mais on va voir ensemble comment on va gérer en fait ces glucides intelligemment. Là, j'avais fait un petit résumé voilà, sur les 4 facteurs qui influent la glycémie, parce que ça, c'est important. Donc, la nature de l'aliment, la cuisson, la transformation et la maturité. Alors, en fait, le problème, il est où? Il vient surtout des glucides modernes. En fait, dans une approche métabolique, donc moi, je fais de la nutrition fonctionnelle, hein, ça n'a rien à voir avec la nutrition conventionnelle. Vous allez voir un diététicien, c'est complètement différent de moi ou un nutritionniste. Moi, je travaille vraiment sur
que fait le sucre, comment le métabolisme va l'assimiler, va le traiter et derrière ce que ça peut induire et le terrain de chaque personne. Donc, dans mon approche, ce qu'on va regarder, en fait, on va privilégier toujours des glucides qui sont plus riches en fibres, qui sont riches en micronutriments et qui sont beaucoup moins transformés. Donc, forcément, je vais conseiller tout ce qui va être les légumes, les fruits entiers, les légumineuses, les tubercules, mais aussi le quinoa. Alors, pourquoi là, je n'ai pas parlé forcément des pâtes parce que voilà, les pâtes, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ramasser, cueillir, ça reste un produit transformé. Il y a aussi pas mal de gluten, pareil pour le pain. Donc, pour moi, ça va être plutôt des exceptions. Ça ne veut pas dire qu'on va les diaboliser, mais ça reste des aliments à consommer, en fait, par plaisir et de temps en temps. Et donc, ces fameux légumes, ces fruits entiers, des glucides qu'on va appeler plus stables, en fait, avec ces présences de fibres, en fait, elles vont avoir un impact plus stable sur la glycémie. Donc, ils vont ralentir l'absorption du glucose dans le sang. Les fibres vont englober le glucose, au niveau du bol alimentaire et ça va passer moins rapidement. Donc, vous voyez, en fait, le problème vient plus des glucides, en fait, modernes, et notamment, alors maintenant, la pyramide alimentaire, en tout cas aux États-Unis, enfin a été inversée, mais la nôtre, ce n'est pas encore le cas, mais vous voyez toujours les glucides dans la base de la pyramide, en fait, et ce type aussi de glucides, et ça, ce n'est pas forcément bon. Donc, voilà. Donc, en fait, le problème aujourd'hui, retenez ça, ce n'est pas forcément les glucides, c'est la transformation des glucides où on va trouver des produits qui sont raffinés, pauvres en fibres, qui sont très rapidement absorbés par le corps et qui vont monter aussi la quantité quotidienne parce qu'il y a beaucoup de sucre caché, en fait. Donc, vous allez trouver le pain blanc, la baguette, les céréales du petit déjeuner, les sodas, les jus de fruits. Attention aux jus de fruits, même les jus de fruits maison. Les jus de fruits maison, c'est du coup là, vous enlevez la matrice pour avoir que le sucre, vous avez très peu de fibres et souvent, vous allez faire un jus de fruits avec l'équivalent peut-être de 4 oranges à l'intérieur. 4 oranges, est-ce que vous auriez mangé 4 oranges comme ça à la suite? Votre corps, au bout de la deuxième, il aurait dit non, même au bout d'une, c'est bon, ça suffit, 1,5. Et là, si vous avez du coup 10 grammes de sucre par orange, ou même des fois peut-être 12 en fonction de sa maturité ou 15, multipliez ça par 4. Vous avez autant finalement de sucre presque qu'un soda dans un jus de fruits. Donc pareil, jus de fruits avec parcimonie, des smoothies, etc. D'accord ? Donc, pour revenir donc à ces glucides modernes, les biscuits industriels, les sodas, les jus de fruits, les pâtisseries, les pommes de terre frites, etc., le riz, les confiseries, en fait, vous voyez, tous ces glucides ne vont pas avoir le même impact métabolique que des légumes, des fruits bruts. Ça se comprend très bien, en fait. Voilà. Donc, en fait, ils vont arriver très rapidement dans le sang. Donc, tout ça, en fait, votre pancréas va se fatiguer à force. Donc, soit il va, en fait, au départ, le premier phénomène, c'est que vous allez avoir une résistance à l'insuline. Et après, vous pouvez générer, du coup, un diabète parce que, du coup, le pancréas est fatigué. Et là, il va faire quasiment plus d'insuline. Et du coup, c'est le problème, c'est qu'il n'y a plus rien qui rentre dans les cellules. D'accord ? Donc, le premier avertissement, on va dire, c'est le stockage abdominal et cette fameuse résistance à l'insuline. Donc là, les stratégies pour stabiliser la glycémie. On ne va pas parler que de choses négatives. Là, ça y est, on a les solutions qui arrivent. Rassurez-vous. Donc, du coup, en fait, notamment, ça a été très popularisé dans le livre Glucose Révolution. Donc, en fait, c'est des stratégies qui sont très simples et qui sont finalement très efficaces. La première, c'est l'ordre des aliments. Comment manger votre assiette, finalement, pour pouvoir ralentir l'absorption du sucre. Vous allez d'abord manger vos protéines et vos légumes et finalement les glucides en dernier. Et
Et je dirais qu'en même temps, si vous mangez votre bonne quantité de protéines qu'il vous faut et les bons légumes, souvent, il n'y a plus la place. Ça, ben, vos glucides, ben, vous en laissez un peu, vous en aurez pour demain, et peut-être même que votre corps, il sera à satiété, il ne va pas vous en demander, d'accord? Donc, voilà. Mais, donc, la première des stratégies, du coup, c'est donc de privilégier un certain ordre. Pourquoi? Parce que ça va réduire en fait votre pic glycémique. Parce que les fibres vont ralentir l'absorption. Et du coup, comme je vous le disais, ben, ça va avoir une digestion beaucoup plus lente et moins se crache après de fatigue et d'envie de sucre. La deuxième stratégie, j'aime bien dire en fait, habiller ces glucides. Donc, c'est de jamais les manger tout seul. Là, par exemple, ah oui, moi j'adore. Quand j'ai le matin, qu'on me dit, alors, j'ai pris du pain, j'ai mis de la confiture, mais j'ai pas pris le beurre. Aïe, 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 c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que si vous ne rajoutez pas, du coup, soit une matière grasse ou bien des fibres, je dis pour ralentir l'absorption, vous allez avoir un pic glycémique et donc vous allez avoir faim 1 heure après. Là, je n'ai pas parlé de la nature, du coup, c'est pas forcément bien de manger les tartines, mais qu'est-ce qui est mieux? Je mange une banane avec des noix, par exemple. Un morceau de fromage avec une pomme. Vous voyez, vous allez du coup habiller vos glucides, mettre de l'huile d'olive, je vais faire quelques pâtes, mais je vais mélanger pas mal de légumes, de l'huile d'olive, etc. pour et les mettre al dente, comme on a dit, avec une cuisson plus douce et moins cuite, pour diminuer en fait cette fameuse charge glycémique dont on a parlé. Donc, évitez de prendre vos glucides tout seul. Ensuite, la troisième technique, alors si on peut tous les associer, c'est génial. Vraiment, là, c'est le top du top et c'est ce que je conseille de faire. C'est de marcher. Et troisième, c'est de marcher 10 minutes après le repas. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, mais faites une marche digestive après le repas. Pourquoi? Parce que ça se comprend. Là, vous allez, même si vous mangez des légumes, hein, vous avez un peu du coup d'énergie, de glucides. Mais là, quand vous allez marcher, vos muscles, vos cellules vont s'oxygéner, elles vont avoir envie de consommer cette énergie qui est directement là, puisable et à disposition. Donc, vous marchez 10 minutes, vous allez utiliser vos glucides. Donc ça va réduire déjà la glycémie et en même temps, vous allez moins stocker en graisse puisque vous allez pas, vous allez soit vider vos stocks, soit utiliser vos stocks après seront sains, mais vu que vos stocks étaient pleins, vous n'allez pas faire de la masse graisseuse en fait avec ces glucides-là. Donc en fait, vous avez une utilisation intelligente du glucose par les muscles après le repas. Très important aussi, respirer avant de manger. Parce qu'on s'est imaginé, vous mangez au bureau, vous avez encore la tête dans votre dossier, là c'est une autre histoire, là c'est le cortisol, vous êtes en mode survie, et bien du coup, le corps, quand il est en mode survie, ça veut dire que pour lui, il est en train d'échapper à un prédateur, donc il est dans la fuite ou dans le combat, ben, à ce moment-là, ben, il n'est pas dans la digestion. Donc en fait, rien que le fait de respirer, vous respirez 3 fois, vous montez en 4, vous expirez en 6, vous montez en 4, vous expirez en 6, vous le faites 3 fois avant de manger, vous allez activer votre nerf vague, vous allez du coup activer votre système parasympathique, et là, vous allez calmer tout ça, et le corps, il va dire, ah ok, je peux digérer. C'est rien à faire, mais vous voyez, avant, il y avait des coutumes. Bon, on avait le carême, etc. pour le jeûne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nos arrière-grands-parents, ils avaient des soupes d'ortie. En fait, alors, ils détoxifiaient. Ils avaient déjà naturellement des choses qui se faisaient que nous, on a perdu. Et il y avait la prière. Mais en fait, la prière, c'est ça. C'était la respiration d'aujourd'hui qu'il faudrait faire avant le repas pour pouvoir calmer son système nerveux. Et la cinquième, ça va être le petit déjeuner protéiné.
Très important. Si vous prenez un bon petit déjeuner protéiné, déjà, vous assurez, c'est la première information que vous allez envoyer à votre cerveau, c'est je te donne des bonnes choses, je te donne des bonnes graisses, des protéines. Et du coup, là, vous allez avoir de suite une bonne information pour la suite et vous n'allez pas démarrer en ayant faim 3 heures après. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir sur les glucides et sur leur gestion, c'est ces 5 choses à faire dans la journée, okay, pour bien enrober vos glucides. Alors là, on va passer un peu plus technique. Là, c'est plus mon petit plaisir, mon petit cœur de métier. Sur les marqueurs biologiques du sucre, en fait, comment savoir où on en est au niveau du sucre? Est-ce que finalement, vous avez une résistance à l'insuline? Pas du tout. Est-ce que vous tolérez bien les glucides ou est-ce qu'on est en début de résistance? Il faut commencer à faire attention. Quoi qu'il en soit, si vous avez plus de 40 ans, si vous n'avez pas une activité folle, il faut les raisonner et toujours privilégier, quoi qu'il en soit, les aliments bruts. Ça, c'est toujours ce que je vais préconiser. Donc, en gros, on a des marqueurs biologiques qui vont permettre de savoir où vous en êtes au niveau de votre équilibre glycémique. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine glyquée, c'est le HbA1c que vous allez trouver parfois certains médecins, les bons médecins le prescrivent. Donc ça va mesurer finalement la glycémie sur 3 mois. En fait, c'est quoi? C'est parce que, comme je vous expliquais, le sucre, vous voyez tout à l'heure, j'ai fait la comparaison avec le moteur, avec la calamine au niveau du moteur. Donc, le sucre, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est dans le sang, il se colle à vos globules rouges. Il reste collé longtemps, il oxyde. Et donc, on va avoir ce sucre dans le sang collé sur nos globules rouges pendant 3 mois. Donc, si demain, imaginez, vous commencez à faire des efforts, vous changez votre alimentation, que vous dites dans un mois, tiens, je vais faire mon analyse, ça sera trop tôt. Et ne dites pas, ça ne sert à rien ce que je fais, ça ne bouge pas. Il faut 3 mois. D'accord? Donc, c'est un marqueur à 3 mois. Donc, ce marqueur-là, donc je vous ai mis en nutrition fonctionnelle. Attention, ça n'a rien à voir avec les normes labo. Donc, en fonctionnel, c'est comment votre corps fonctionne le mieux. On va considérer que si on est inférieur à 5,5%, c'est que vous êtes à l'optimal. Et du coup, si on est entre 5,5 et 5,7, on commence à être vigilant, d'accord? Et supérieur à 5,7, on est en prédiabète. Okay, donc ça, c'est un marqueur que voilà, vous pouvez avoir dans vos analyses de sang, que vous pouvez regarder, qui va mesurer du coup votre glycémie sur 3 mois. Ensuite, on a d'autres choses qui permettent aussi, parce qu'un seul indicateur ne suffit pas. Hein, il faut regarder, encore une fois, notre corps. On ne va pas isoler. Moi, je travaille de façon holistique, donc on va regarder plusieurs paramètres. Donc, on va plutôt voir aussi la glycémie à jeun, mais toute seule, ça ne veut rien dire. Ça veut dire soit je suis malade, soit je ne suis pas malade. Donc, l'insuline et les triglycérides. Et notamment, en fait, c'est l'indice OMA qui va être très intéressant et qu'on utilise en médecine fonctionnelle, en fait, pour évaluer cette fois-ci la résistance à l'insuline. En gros, c'est un calcul entre la glycémie à jeun et l'insuline à jeun. Parce que c'est ça qui est important, c'est de savoir où vous en êtes au niveau de l'insuline. Ce n'est pas votre glycémie. Votre glycémie, quand elle est trop haute, c'est que c'est trop tard. Du coup, je suis diabétique. Nous, on veut savoir si on est en prédiabète, d'accord? Et voir comment l'insuline est gérée. Si j'ai trop d'insuline, c'est que ça ne va pas. D'accord? Donc, en gros, plus l'indice OMA est élevé, et plus ça veut dire que votre corps va sécréter de l'insuline. Donc, pour avoir, en fait, au niveau fonctionnel, un indice, donc il faut que l'indice OMA soit inférieur à 1. Après, quand vous êtes entre 1 et 2, c'est correct, mais c'est à surveiller. Hein? Et ensuite, quand on est à plus de 2, on commence à être en début de résistance. D'accord? Donc ça, c'est du fonctionnel, encore une fois. Ce n'est pas forcément les normes labo. Après, ici en France, ça se fait très peu, l'indice OMA.
Je sais que je travaille avec un laboratoire belge et voilà, on le fait assez facilement. Donc après, un point important, hein, du coup, sur vos analyses de sang, donc vous pouvez avoir très bien, le but, c'est pas d'affoler, c'est simplement de la prévention santé. Hein, donc, vous pouvez très bien avoir une glycémie qui est normale, mais par contre, une insuline, une résistance à l'insuline, parce qu'on n'a pas mesuré l'insuline. Vous voyez, vous avez une glycémie normale, parce que pour l'instant, l'insuline, le pancréas compense, mais au bout d'un moment, quand il n'arrive plus à compenser, c'est là qu'on a ce fameux problème. Et donc, l'indisoma permet d'aller mesurer à ce moment-là, en fait, avant que du coup, on ait le prédiabète ou le diabète. Voilà. Donc, vous voyez, en gros, il y a, voilà, pour revenir sur nos glucides, il y a tout ça à en prendre en compte. C'est pas il y a la qualité aussi, il y a la qualité des glucides, mais aussi la charge métabolique globale et comment vous allez les gérer. Bon, alors ça, c'est un petit bonus, mais c'est très personnel parce que ça me paraissait important quand même de donner une petite fourchette. Mais encore une fois, il n'existe pas une seule réponse sur la quantité de sucre. Alors, contrairement aux protéines, où on sait à peu près quoi dire, le sucre, vous avez vu, c'est beaucoup plus complexe. Alors, je suis désolée, je n'ai pas réussi à vous faire quelque chose de simple parce que c'est un sujet qui est complexe et d'où nos métiers d'ailleurs pour pouvoir accompagner. Donc, en fait, vous voyez, donc, il n'existe pas une seule réponse pour le sucre parce que les besoins vont dépendre donc, de nombreux facteurs. Ils vont dépendre de l'âge, du sexe. Si vous êtes un homme, une femme, les hommes ont 20% de masse musculaire de plus qu'une femme. Ça, c'est comme ça. Donc, du coup, ils ont une tolérance au sucre qui va être supérieure à une femme. Donc, le niveau d'activité physique, du coup, la masse musculaire, votre microbiote également, c'est très important. La qualité du sommeil, ça aussi, l'hygiène de vie générale, en fait, l'équilibre hormonal et votre terrain. Si vous avez un terrain inflammatoire, pas inflammé, etc. Donc, on va dire que ouais, une personne sportive, une bonne masse musculaire ne va pas gérer les glucides d'une même façon qu'une personne qui est sédentaire, en fait, avec une résistance à l'insuline. Donc, si on veut quand même donner une petite fourchette, on va dire que pour une personne sédentaire avec un trouble métabolique, on va être à peu près entre 80 et 100 grammes de glucides par jour. Donc, vous êtes tout confondu, hein? Ok, hein, ce n'est pas les morceaux de sucre dans le café. Je reviens sur tout le début de la formation. Une activité modérée, on va être à peu près entre 120, 180. Moi, j'aime plutôt dire 100, mais voilà. Mais bon, là, je ne vous connais pas. Donc, j'ai essayé de trouver des fourchettes les plus généralistes. Et ensuite, quand on est très sportif, ça, c'est vraiment différent. Ça dépend encore une fois du sexe entre un homme et une femme et de la pratique sportive, c'est la musculation, de ses objectifs, etc. Donc là, on peut être à 180 à 250, voire même des fois un petit peu plus. Mais aujourd'hui, on voit bien que même dans la recherche sportive, on va chercher à avoir plutôt du carburant qui va avoir une longue dégradation, plutôt avec des lipides et pas forcément beaucoup de glucides non plus. Donc voilà, tout ça, c'est un peu, c'est déjà pour donner un premier ordre d'idée. Donc, ces chiffres, en fait, c'est des repères, ce n'est pas du tout des règles, hein, d'accord. Voilà, ce qui compte le plus et ce qu'il faut retenir, c'est donc la qualité de vos glucides, la répartition que vous avez dans la journée, les associations avec les autres aliments, la capacité que vous avez vous-même, en fait, à les utiliser. Juste, par exemple, moi, pour ma petite histoire personnelle, et c'est pour ça que je suis en gros dans mon métier, que je suis passionnée, c'est que finalement, moi, j'avais ce qu'on appelle un leaky gut, c'est-à-dire un intestin perméable, mais depuis très jeune, qui donne lieu à ce qu'on entend, les ovaires polykystiques, etc. Enfin, voilà, moi, très jeune, en fait, j'avais des dysfonctionnements, donc j'ai un SIBO. Et moi, les glucides, je ne les tolère quasiment pas.
et pourtant je suis sportive et j'ai une bonne masse musculaire. Si aujourd'hui, je prends 180 ou 200 grammes, j'ai des inflammations partout, je prends du poids, ça ne me convient pas. Donc ça, c'est mon propre terrain. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas faire de règles, on peut déjà donner des indications. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, deux personnes peuvent manger la même quantité de glucides et avoir un impact complètement différent en fait sur leur corps. Hein. Donc voilà. Donc en gros, au lieu de dire combien je dois manger, il faut plutôt se poser la question de comment mon corps réagit quand j'en mange, comment je me sens. Hein, donc l'objectif, c'est pas de les supprimer, c'est de les comprendre et de les utiliser intelligemment. Comme je vous l'ai dit, on est complètement différents. Moi, je ne vais pas utiliser les glucides comme carburant principal. Par contre, je vais en prendre un peu, bien sûr, mais ce n'est pas mon carburant principal. Donc, en gros, voilà, pour bien gérer ces glucides, quoi qu'il en soit, il faut que vous puissiez avoir une bonne masse musculaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On augmente sa masse musculaire. On va structurer ses apports en protéines pour pouvoir, du coup, augmenter sa masse musculaire, améliorer votre microbiote, stabiliser votre glycémie, donc en faisant tout ce qu'on a vu pour enrober ces glucides, et privilégier toujours les glucides qui sont peu transformés. Voilà. Et si vous sentez qu'il y a un dysfonctionnement, en fait, ce travail, c'est individuel, c'est vraiment individualisé pour pouvoir comprendre en fait et pouvoir vous donner des valeurs plus précises et des aliments aussi qui peuvent convenir et d'autres non, parce que le microbiote en fait influence énormément. Voilà, juste pour conclure, en fait, donc où me trouver si jamais vous avez envie. Je donne pas mal de conseils aussi sur Insta, sur Facebook, où je vais expliquer, faire des petites vidéos. Alors parfois avec pas mal de valeur, des fois c'est des vidéos vraiment pédagogiques où il y a, voilà, qui sont plutôt plus légères en fait. Mais en tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez venir voir un peu tout ce que je fais. Et la petite phrase de conclusion, c'est vraiment, voilà, prenez vraiment soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vais arrêter l'enregistrement. J'ai oublié du coup la petite diapo. Donc voilà, pour pouvoir me trouver, vous avez mon nom, mon Insta, mon Facebook. Voilà, et donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais ouvrir vos micros et je vais pouvoir répondre à vos questions si vous en avez, si je n'ai pas été assez claire peut-être sur le sujet. J'espère que ça n'a pas été trop complexe. Alors, donc on va arrêter. Je vais. Donc là, je vais autoriser. Donc là, vous êtes autorisé à remettre les micros. Vous avez aussi le chat. Et on va couper l'enregistrement.